Plus de 65 ans se sont écoulés depuis la première diffusion de Dennis la Malice, et les acteurs ont traversé des mariages, des scandales, des désillusions et des transformations que personne n'avait vu venir. Saviez-vous que le garçon qui incarnait le petit garnement le plus attachant de la télévision américaine était frappé physiquement par ses propres proches à chaque fois qu'il commettait une erreur sur le plateau? Et que personne dans l'équipe n'est jamais intervenu pour y mettre fin? Saviez-vous que l'une des figures les plus essentielles de la série est morte en plein tournage, terrassée quelques jours seulement après son anniversaire, sans le moindre signe annonciateur, et que son tout dernier épisode mettait étrangement en scène son personnage en train de rédiger un testament et de léguer ses biens à l'enfant de la maison voisine? Certains ont prospéré, d'autres ont disparu, d'autres encore n'ont pas survécu. Voici exactement ce que chacun d'eux est devenu. Numéro 1. Sylvia Field dans le rôle de Martha Wilson. Sylvia Field incarnait la présence chaleureuse, patiente et presque grand-maternelle qui tenait le foyer des Wilson. Toujours prête avec un mot aimable, toujours à maintenir discrètement les choses en place pendant que son mari George s'emportait et grognait à cause de Dennis d'à côté. Martha Wilson avait été écrite comme la moitié plus douce, plus bienveillante du couple voisin, celle qui aimait sincèrement le garçon même quand ils mettaient leur vie sans dessus-dessous, semaine après semaine. Et Sylvia Field transmettait cette chaleur avec une grâce si naturelle qu'on croyait à chaque instant. Elle était présente dans la série de 1959 to 1962, 90 épisodes au total, et faisait partie du tissu émotionnel de l'émission tout autant que n'importe quel autre acteur ayant jamais paru à l'écran. Sylvia Field est née Harriet Louisa Johnson le 14 février 1901 à Allston, dans le Massachusetts, dans un monde qui ne ressemblait en rien au paisible paradis de banlieue qu'elle habiterait plus tard à la télévision. Elle commença à se produire professionnellement à 17 ans et fit ses débuts à Broadway en 1918. Au cours des décennies suivantes, elle construisit une carrière d'une ampleur et d'une diversité remarquables. Elle parut dans plus de 40 productions à Broadway, travailla abondamment dans le cinéma des débuts et devint un visage familier à la radio, puis aux premières heures de la télévision. Lorsque Dennis la Malice arriva, elle approchait déjà la soixantaine, et elle était devant la caméra aussi précise, aussi aiguisée et aussi captivante que n'importe quelle comédienne 2 fois plus jeune. Ce qui rendait sa distribution si réussie, c'était la complicité qu'elle créa avec Joseph Kearns, qui jouait son bougon de mari George Wilson. Ensemble, ils formaient l'un des couples les plus discrètement efficaces de la télévision des débuts. 2 êtres qui paraissaient authentiquement réels et habités, comme s'ils avaient été voisins dans cette maison depuis 30 ans avant même que les caméras n'arrivent. Elle avait 58 ans lorsqu'elle apparut pour la première fois en Martha Wilson, une figure de grand-mère dans l'esprit, bien qu'elle fût une comédienne accomplie avec des décennies d'expérience chèrement acquises. Quand Joseph Kearns mourut subitement en février 1962, les producteurs prirent une décision difficile mais compréhensible. George et Martha Wilson seraient tous deux écrits hors de la série ensemble. Sylvia Field fut congédiée à la fin de cette saison. La série ne retrouva jamais tout à fait cette chaleur essentielle après leur départ. Sylvia Field continua à travailler tout au long des années 1960 et jusqu'aux années 1970, apparaissant dans des rôles d'invités dans des séries comme Petticoat Junction, Hazel, Father Knows Best et Perry Mason. Son troisième et dernier mariage avait été avec l'acteur Ernest Truex, qu'elle connaissait depuis leurs années communes à Broadway. Ils demeurèrent des partenaires dévoués pendant plus de 30 ans, jusqu'à sa mort en 1973. Elle lui survécut d'un quart de siècle, se retirant finalement dans une vie paisible à Fallbrook, en Californie. Jamais plus elle ne rechercha les projecteurs. Elle avait des décennies de souvenirs, une vie bien remplie et plus rien à prouver. Sylvia Field s'éteignit le 31 juillet 1998 dans une maison de retraite à Fallbrook, en Californie. Elle avait 97 ans. Elle était née à une époque antérieure à la radio et avait vécu assez longtemps pour voir l'Internet. Et tout au long de ce chemin, elle fut une professionnelle accomplie, une grande dame et l'une des comédiennes secondaires les plus sous-estimées de l'histoire de la télévision. Il y a quelque chose de magnifique et de discret dans tout cela.
Numéro 2. Sarah Segar dans le rôle d'Eloise Wilson. Lorsque Joseph Kearns mourut et que Sylvia Field fut écrite hors de la série avec lui, l'émission se trouva face à une véritable crise. Le foyer des Wilson, ce moteur essentiel de la comédie de banlieue, devait être reconstruit de zéro. Gale Gordon entra en scène en tant que John Wilson, le frère du George original, et la femme qui apparut à ses côtés comme son épouse Éloise fut Sarah Segar. Elle joua dans 36 épisodes de la dernière saison de la série, en 1962 et 1963, héritant d'un rôle chargé d'immenses attentes et s'en acquittant avec une chaleur et un professionnalisme qui tinrent la série debout lors de sa transition la plus difficile. Elle avait 48 ans lorsqu'elle apparut pour la première fois en Eloise Wilson, une nouvelle venue dans un foyer que le public pleurait déjà profondément. Sarah Segar est née Sarah Wall Segar le 1er juillet 1914 à Greentown, dans l'Indiana, la benjamine de 5 filles. Attirée par la scène dès son plus jeune âge, elle construisit une carrière très variée entre Broadway, le théâtre londonien, la radio, le cinéma et la télévision. Ce type de curriculum polyvalent qui définissait la comédienne de métier de sa génération plutôt que la célébrité. Elle parut parmi les habitantes de la ville dans l'adaptation cinématographique de The Music Man aux côtés de Robert Preston et Shirley Jones. À Broadway, elle fit la connaissance de son futur mari, l'acteur et metteur en scène Ezra Stone, tandis qu'ils jouaient tous deux dans Horse Fever en 1940. Ils se marièrent en 1942, restèrent ensemble toute leur vie, élevèrent 2 enfants et construisirent une association créative qui allait bien au-delà de leurs carrières individuelles. Son travail télévisuel était marqué par cette même polyvalence discrète. Les amateurs de télévision d'une certaine époque se souviendront peut-être d'elle grâce à une présence remarquable dans Ma sorcière bien-aimée, où elle interpréta pas moins de 10 personnages entièrement différents tout au long de cette série. Témoignage du talent caméléon et fiable en lequel les producteurs avaient une confiance absolue. Ses apparitions dans Dennis la Malice vinrent tard dans la vie de la série, mais elle apporta à Eloise Wilson une fraîcheur et une vivacité authentiques qui fit paraître le personnage réel plutôt qu'un substitut à ce qui avait été perdu. Après ces années devant les caméras, Sarah Segar se consacra à la génération suivante d'artistes. À partir de 1967, elle s'impliqua profondément dans la formation de jeunes comédiens au sein du American College Theatre Festival, du Kennedy Center for the Performing Arts et des programmes de musique et de théâtre de l'armée américaine. Elle transmit son savoir professionnel et ses décennies d'expérience à des étudiants qui avaient précisément besoin de ce qu'elle avait mis une vie entière à accumuler. Sarah Segar mourut le 12 August 1990 au St. Mary Hospital de Langone, en Pennsylvanie. Elle avait 76 ans. Elle laissait derrière elle son mari, Ezra Stone, leur fils Joseph, leur fille Francine et 4 petits-enfants. Elle demeure dans les mémoires par la chaleur qu'elle apporta à une série qui en avait grand besoin, et par les jeunes interprètes à qui elle consacra ses dernières décennies pour les aider à trouver leur place sur scène et à l'écran. Certains acteurs sont mémorisés pour leur grand rôle. D'autres le sont pour ce qu'ils donnèrent quand personne ne regardait vraiment. Sarah Segar appartient à cette seconde catégorie, peut-être la plus importante. C'est un héritage bâti sur la générosité. Et ce n'est pas rien. Numéro 3. Gale Gordon dans le rôle de John Wilson. Gale Gordon arriva dans Dennis la Malice dans les circonstances les plus difficiles qui soient, rejoignant la série en 3e saison pour remplacer l'irremplaçable Joseph Kearns après sa mort soudaine et bouleversante. Il joua John Wilson, le frère du Mr. Wilson original, qui emménagea dans le quartier et se retrouva aussitôt dans exactement la même situation qu'avait occupé son défunt frère. Un homme conduit inexorablement au bout de sa patience par un petit garçon blond armé d'un lance-pierre et doté d'une capacité illimitée à semer le chaos. Gordon avait 56 ans lorsqu'il apparut pour la première fois dans le rôle en 1962, et il apportait avec lui toute une carrière d'instinct comique parfaitement affinée. Gale Gordon est né Charles Thomas Aldrich Jr. le 20 février 1906 à New York, fils d'un père artiste de music hall et d'une mère actrice anglaise. Il grandit en partie en Angleterre,
ce qui lui conféra une précision dans l'élocution et une qualité particulière de formalité comique qui allait définir toute sa vie professionnelle. Il débuta à la radio dans les années 1920 et, au cours des décennies suivantes, devint l'une des voix les plus omniprésentes de la radiodiffusion américaine, participant à des dizaines d'émissions différentes par semaine à l'âge d'or du médium. Il était célèbre pour incarner la figure d'autorité pompeux, guindé et irascible, un type qu'il habitait avec une telle maîtrise spécifique que cela ne ressemblait jamais à un type. Cela ressemblait entièrement à une vraie personne. Les téléspectateurs de deux générations distinctes le connaissaient surtout comme l'éternel souffre-douleur de Lucy. Lui et Lucille Ball développèrent une association comique qui s'étendit sur plusieurs séries. The Lucy Show, Here's Lucy, et même son ultime et éphémère retour, Life with Lucy, en 1986. Mais c'est dans Dennis Malice qu'une génération antérieure le découvrit, et il y joua John Wilson avec la même indignation précisément contrôlée qui le rendait si immanquablement drôle partout ailleurs. Loin des caméras, sa vie était plus riche que la plupart ne l'imaginaient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gordon avait servi avec une réelle distinction dans les gardes-côtes américains, commandant un engin de débarquement lors d'opérations au large de la côte californienne. Un fait qui contrastait de manière saisissante avec les personnages empruntés qu'il interprétait à l'écran. Dans ses heures libres, il était peintre, écrivain, musicien amateur et un homme profondément épanoui. Il épousa l'actrice Virginia Curley en 1937 et ils restèrent ensemble pendant près de 60 ans. Le dernier chapitre de leur vie commune fut l'une des histoires les plus discrètement déchirantes d'Hollywood. Gail Gordon et Virginia terminèrent tous deux leurs jours dans le même établissement, le Redwood Terrace Health Center à Escondido, en Californie. Virginia mourut la première, en mai 1995, après une longue maladie. Un mois plus tard, le 30 juin 1995, Gail Gordon mourut d'un cancer du poumon dans ce même établissement. Il avait 89 ans. Il n'avait pas d'enfant. Ils ne savaient que l'un l'autre pendant près de 60 ans, et tous deux partirent à quelques semaines d'intervalle. 4 ans après sa mort, Gordon fut admis à titre posthume au Radio Hall of Fame et reçut une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Une vie entièrement construite sur le rire, qui se terminait en silence, côte à côte. C'est une histoire d'amour autant que n'importe quoi d'autre. Numéro four, Billy Booth dans le rôle de Tommy Anderson. Si Dennis Mitchell était l'espièglerie et le chaos, Tommy Anderson était le complice, le compère loyal, le meilleur ami qui suivait le mouvement, pendant que Dennis les menait tous les deux droit dans les ennuis et parvenait à paraître plus perdu que coupable. Billy Booth jouait Tommy avec une aisance et une naturelle qui s'accordèrent parfaitement à l'énergie sans repos de Jay North. Et ensemble, les deux garçons créèrent à l'écran une amitié qui semblait entièrement authentique. Le genre d'amitié qui existe entre enfants qui n'ont pas encore appris à se méfier l'un de l'autre. Il avait 9 ans quand la série débuta en 1959 et il apparut dans 111 épisodes sur l'intégralité de la diffusion. William Allen Booth est né le 7th of November 1949 à Los Angeles, en Californie. Il grandit dans la paisible banlieue de la Crescenta et vint au jeu d'acteur comme beaucoup d'enfants comédiens de l'époque. Presque entièrement par hasard, grâce à une combinaison d'aisance naturelle devant les caméras, d'un peu de chance et de la mécanique particulière de l'industrie hollywoodienne, toujours en quête de nouveaux jeunes visages. Son travail télévisuel alla bien au-delà de Dennis la Malice et comprit des apparitions dans La Quatrième Dimension, The Andy Griffith Show, The Donna Reed Show, My Three Sons et The Many Loves of Dobie Gillis. Mais Tommy Anderson fut toujours le rôle le plus étroitement associé à son nom. Et puis, Billy Booth fit quelque chose que presque aucun enfant acteur de sa génération ne choisit de faire. Il tourna simplement la page. Il quitta l'écran avant même d'entrer au lycée et se consacra entièrement à ses études, avec une concentration et une discipline que la plupart des gens 2 fois plus âgés que lui auraient eu du mal à égaler. Il obtint son baccalauréat au Crescenta Valley High School en 1967, une licence à l'Université de Californie du Sud en 1971, puis acheva sa formation juridique au Hastings College of the Law de l'Université de Californie en 1974. Il fut admis au barreau
s'installa à Los Osos, en Californie, et exerça pendant des décennies comme avocat. Il enseigna le droit des affaires et le droit immobilier au Cuesta College et à la Cal Poly San Luis Obispo, façonnant des étudiants qui n'avaient absolument aucune idée que l'homme devant eux avait autrefois été le meilleur ami de Dennis Lamalisse dans l'une des émissions les plus regardées d'Amérique. Sa lutte contre l'alcool n'était pas un secret pour ses proches. Il était un alcoolique en rémission et dans un ultime acte d'honnêteté caractéristique, son avis de décès demandait expressément que les hommages prennent la forme de dons aux alcooliques anonymes plutôt que de fleurs. Billy Booth mourut le 31 décembre 2006 à San Luis Obispo, en Californie. Il avait 57 ans. Il avait été un enfant star, un avocat, un enseignant et un homme suffisamment honnête sur son chapitre le plus sombre pour le reconnaître publiquement, même dans la mort. Le garçon qui jouait Tommy Anderson s'avéra être l'un des très rares enfants acteurs de sa génération à avoir réussi à construire une vie véritablement épanouissante au-delà des projecteurs. Cela demande un certain type de courage, celui qui ne reçoit pas d'applaudissements. Numéro 5, Gloria Henry dans le rôle d'Alice Mitchell. C'était la mère télévisuelle parfaite, blonde, chaleureuse, éternellement patiente, toujours souriante même quand Dennis venait de provoquer une catastrophe dans le jardin ou de créer accidentellement un incident avec le parterre de fleurs primé du voisin. Gloria Henry jouait Alice Mitchell, la mère dévouée et perpétuellement rayonnante de Dennis, avec une aisance et une naturelle qui faisaient paraître le rôle sans effort. Elle avait 36 ans lorsqu'elle entra pour la première fois dans la cuisine d'Alice en 1959, et elle apporta au personnage une luminosité qui le rendait impossible à ne pas aimer. Alice était le centre émotionnel du foyer Mitchell, la présence stable qui maintenait tout en place tandis que les hommes autour d'elle clignaient des yeux, déconcertés par ce que Dennis avait encore fait. Gloria Eileen McInerney est née le 2 avril 1923 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et grandit aux abords du légendaire Garden District de la ville. Elle avait bâti sa carrière à la fin des années 1940 et au début des années 1950 à travers une large palette de films, comédies, westerns, policiers, qui lui avaient donné une expérience considérable, même si les rôles n'étaient pas toujours les premiers rôles qu'elle méritait. Elle partagea l'écran avec Charles Bronson, George Raft, Lucille Ball et Marlène Dietrich, accumulant un palmarès que la plupart des actrices de l'époque lui auraient envié. Elle fut également exclue d'une première série télévisée lorsqu'elle tomba enceinte. Rappel du peu d'égard que l'industrie accordait aux femmes qui avaient l'audace de fonder une famille. Dennis Lamalisse changea tout. Elle devint soudainement la mère de l'Amérique, le visage de la chaleur maternelle patiente diffusée dans des millions de foyers chaque dimanche soir. Le rôle consuma son identité publique d'une façon qu'elle n'avait jamais entièrement anticipée. Elle reconnut plus tard qu'elle était devenue tellement associée à Alice Mitchell que d'autres opportunités de travail devinrent presque impossibles à trouver. La bénédiction et le fardeau étaient la même chose. Elle fit des apparitions épisodiques au fil des décennies et revint brièvement sur grand écran en 2005 dans une comédie romantique réalisée par Charles Matthau, le fils de Walter Matthau. Un petit rappel touchant qu'elle était toujours là, toujours disposée, toujours capable. Ce qui est remarquable chez Gloria Henry, ce n'est pas seulement ce qu'elle a traversé, mais la durée extraordinaire pendant laquelle elle l'a traversé. Elle était née en 1923 et était encore en vie en 2021, près d'un siècle d'histoire vécue à travers les yeux d'une seule femme. Gloria Henry s'éteignit le 3 avril 2021 à Los Angeles, en Californie, un seul jour après son 98e anniversaire. Un seul jour. Elle avait passé ses dernières années dans le calme, figure aimée qui n'avait jamais tout à fait disparu du cœur de ceux qui avaient grandi en la regardant les soirs de dimanche. C'était le genre de femme qui vous faisait croire que la chaleur est un choix, et qu'on peut le faire chaque jour de sa vie. Dennis Mitchell avait de la chance de l'avoir pour mère. Nous avions tous de la chance qu'elle ait existé. 98 ans, c'est une vie, et elle a vécu chacun d'eux. Numéro 6. Jeannie Russell dans le rôle de Marguerite. Si Dennis Mitchell était le cyclone adorable et Tommy le fidèle complice, alors Marguerite était la complication glorieuse,
la fille aux nattes et aux lunettes à monture épaisse qui suivait Dennis partout, éperdument dévouée à un garçon qui pouvait à peine tolérer sa présence, créant une dynamique si parfaitement calibrée qu'elle faisait rire le public à chaque fois. Jeannie Russell jouait Marguerite avec une précision et un engagement comique qui élevaient le personnage bien au-delà de ce que le seul texte aurait pu accomplir. Elle avait 8 ans lorsqu'elle apparut pour la première fois à l'écran en 1959, et la complicité entre elle et Jane North était absolument réelle, car North lui-même l'avait personnellement choisie pour le rôle. Jeannie Russell est née le 22 octobre 1950 à Pasco, dans l'État de Washington, dans une famille baignée de musique et de spectacle. Son père était chanteur et sa mère pianiste, et la maison où elle grandit était dès le départ empreinte d'énergie créatrice. Elle arriva à Dennis la Malice par un processus de sélection qui devint une légende dans les coulisses. Lors de son audition finale, après que de nombreux tours d'essai eurent réduit des centaines de filles à une poignée de finalistes, on lui demanda de jouer en face de Jay North lui-même. North se tourna ensuite vers les producteurs et dit simplement « J'aime bien Janie ». La décision était prise. L'instinct d'un petit garçon se révéla parfaitement juste, et elle donna vie à Marguerite dans 38 épisodes d'une manière qu'aucune autre actrice n'aurait pu égaler. Durant ses années dans l'émission, elle fit aussi une apparition non créditée dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock en 1963, jouant une écolière prise dans la séquence d'attaque iconique et terrifiante du film. Elle était là, au milieu de tout cela, à 12 ans, entourée d'oiseaux dressés sur l'un des plateaux les plus strictement contrôlés de l'histoire du cinéma. Elle prêta également sa voix dans Babes in Toyland, la production Disney de 1961. Mais après la fin de la série, le monde du spectacle et Jeannie Russell se séparèrent tranquillement. Elle en avait assez vu du mécanisme hollywoodien de l'intérieur, et elle avait éprouvé de première main les effets physiques d'une enfance dans le show business. Elle canalisa cette expérience vers quelque chose d'inattendu et de profondément concret. Elle devint chiropractrice, attirée en partie vers cette profession par les blessures qu'elle avait subies au cours de longues années d'entraînement à la danse étant enfant. Après avoir fréquenté le Valley College et travaillé brièvement comme trésorière adjointe au Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles, elle acheva sa formation et exerce la chiropraxie dans la région de North Hollywood depuis 1978. En 2026, Jeannie Russell a 75 ans, exerce toujours, aide encore les gens à guérir de façons qui n'ont rien à voir avec les caméras. Elle fit une apparition dans le film Dennis la Malice de 1993, paru dans un court-métrage documentaire en 2024 sur ses expériences de tournage avec Hitchcock, et demeura l'une des amies les plus proches de Jay North jusqu'à sa mort en avril 2025. Ce fut elle qui passa le premier appel pour annoncer son décès. Certaines amitiés, nées sur un plateau de télévision il y a plus de 60 ans, durent toute une vie. Celle-ci en faisait partie. Numéro 7, Herbert Anderson dans le rôle de Henry Mitchell. Henry Mitchell incarnait le père télévisuel américain par excellence du début des années 1960. Lunettes sur le nez, de nature douce, perpétuellement stupéfait par ce que son fils avait encore fait, et pourtant jamais vacillant dans son affection, ni dans sa patience. Herbert Anderson le joua avec un humour feutré et une véritable chaleur humaine qui rehaussait chaque scène dans laquelle il apparaissait. Il avait 42 ans quand la série débuta en 1959 et il apporta au rôle une profondeur d'expérience théâtrale et cinématographique que la plupart de ses partenaires plus jeunes n'auraient pu imaginer. Il était le centre calme du foyer Mitchell, l'œil du cyclone sans fin qu'était Dennis, l'homme qui trouvait toujours le moyen de gérer les dégâts sans jamais perdre sa droiture fondamentale. Herbert Anderson est né le 30 mars 1917 à Oakland, en Californie. Son père était une personnalité de la vie civique qui exerça comme trésorier de la ville d'Oakland dans les années 1920. Et Anderson grandit avec un sens développé de l'éducation, de la responsabilité et de la volonté. Il fréquenta l'Oakland High School, puis l'Université de Californie à Berkeley, avant de tourner son attention vers la scène et l'écran. Il signa avec la Warner Brothers en 1940 et commença à construire soigneusement une carrière qui le mènerait par le cinéma, Broadway, la radio et finalement le médium télévisuel qui définirait son héritage public.
Sa filmographie était variée et véritablement impressionnante. Il parut dans Navy Blues en 1941 aux côtés de Martha Ray et Anne Sheridan, puis dans The Male Animal, où il partagea des scènes avec Henry Fonda et Olivia de Havilland, ainsi que dans le film de guerre acclamé de 1949 Battleground. À Broadway, il prit part à La mutinerie du Cain de Herman Wouk, une production avec Henry Fonda et Lloyd Nolan qui tint l'affiche pendant 415 représentations au Plymouth Theatre de New York. Anderson fut remarquablement le seul acteur à apparaître à la fois dans la production de Broadway et dans l'adaptation cinématographique ultérieure, fait qui illustre le respect professionnel particulier qu'il avait su susciter dans le milieu. Et puis, Dennis Lamalisse arriva, et il devint Henry Mitchell pour le restant de sa vie. Après la fin de la série en 1963, Anderson continua à travailler régulièrement à la télévision tout au long des années 1970, apparaissant dans des rôles secondaires dans de nombreuses émissions. Il se retira du métier d'acteur en 1982 à la suite d'une opération cardiaque sérieuse. Décision personnelle, discrète et définitive. Il passa ses années restantes à Palm Springs, en Californie, avec son épouse Mary Virginia Palmer. Herbert Anderson mourut le 11 juin 1994 à Palm Springs, à l'âge de 77 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. C'était un homme qui avait travaillé aux côtés de certains des plus grands talents du XXe siècle, construit une carrière d'un réel accomplissement dans 3 disciplines distinctes et offert à la télévision américaine l'un de ses pairs les plus durables et les plus attachants. Il méritait davantage de reconnaissance qu'il n'en reçut jamais. C'est la vérité simple et honnête, et il convient de la dire clairement. Numéro 8. Joseph Kearns dans le rôle de George Wilson. Sans M. Wilson, il n'y aurait pas eu de Dennis Lamalisse. Pas vraiment. Pas d'une façon qui comptait ou qui résonnait. George Wilson, le voisin retraité grincheux et épris de tranquillité dont le monde soigneusement ordonné était chaque semaine complètement bouleversé par un petit garçon, était le moteur qui alimentait les meilleures comédies de la série et ses instants les plus discrètement humains. Joseph Kearns le joua dès le premier épisode en 1959 avec une maîtrise si précise et si investie que le personnage devint l'une des figures marquantes de son époque. Il avait 52 ans au début de la série et chacune de ses performances paraissait vécue, ancrée et entièrement réelle. Il rendait la souffrance de M. Wilson absolument convaincante. C'était peut-être là son plus grand don comique. Joseph Sherrod Kearns est né le 12th of February 1907 à Salt Lake City, dans l'Utah. Sa mère était pianiste de concert et lui légua une profonde passion pour la musique. Il devint lui-même organiste professionnel et fit plus tard construire sa maison autour d'un orgue à tuyaux complet. C'est le genre de détail qui dit tout sur ce qu'est vraiment une personne. Il se produisit pour la première fois en 1916, enfant, avec une troupe de variétés itinérantes, et après ses études à l'université d'Utah, il rejoignit le personnel d'une station de radio en 1930. Il s'installa à Los Angeles en 1936 et, au cours des décennies suivantes, devint l'une des voix les plus reconnaissables de la radiodiffusion américaine, participant à des émissions comme The Adventures of Sam Spade, The Jack Benny Show et My Little Margie. Il interpréta également le perfide professeur Moriarty dans de célèbres adaptations radiophoniques, face au Sherlock Holmes de Basil Rathbone. Le public de cinéma le connaît peut-être mieux pour un rôle qui ne pouvait pas être plus différent de M. Wilson. Il fut la voix de l'excentrique bouton de porte dans Alice au pays des merveilles de Walt Disney en 1951. Il parut aussi dans Autopsie d'un meurtre en 1959 et avait fait des apparitions remarquées dans Perry Mason et Leave It to Beaver avant que Dennis Lamalisse ne lui apporte la reconnaissance que ses décennies de travail méritaient. La complicité particulière qu'il développa avec le jeune Jay North, le vieux bougon et l'enfant indomptable, 2 êtres qui se poussaient mutuellement à bout tout en se souciant, quelque part au fond d'eux-mêmes, l'un de l'autre, était quelque chose qui n'aurait pu être fabriqué ni planifié. Cela existait simplement entre eux, électrique et entièrement authentique. Et puis, l'histoire prit le tour le plus dévastateur qui soit.
Le 89e épisode de la série entière, diffusé lors de la 3e saison, avait pour titre « Where There's a Will ». Dans cet épisode, M. Wilson rédigeait un testament et disait à Dennis que le garçon hériterait de sa montre en or à sa mort. Dans la nuit du 11 février 1962, un jour avant le 55e anniversaire de Kearns, il fit un accident vasculaire cérébral à son domicile. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital, mais ne reprit jamais connaissance. Il mourut le 17th of February 1962, 5 jours après son anniversaire, à Los Angeles, en Californie, alors que la série était encore en pleine production. Le parallèle entre ce dernier épisode diffusé et la réalité qui suivit est l'une des coïncidences les plus étrangement précises de l'histoire de la télévision américaine. Gloria Henry dit de lui par la suite « Nous aimions Joe. Sous le vieux grincheux se cachait un homme doux et bon. Il fut inhumé au Forest Lawn Memorial Park dans les collines d'Hollywood. George Wilson fut sorti de la série par une brève explication selon laquelle les Wilson avaient simplement déménagé. Mais tout le monde connaissait la vraie raison. Il était parti, et il était irremplaçable. Numéro 9. Jay North, dans le rôle de Dennis Mitchell. Il était partout à la fois. Et puis, les caméras s'arrêtèrent, et le monde qu'il avait connu se dissolvit autour de lui. Jay North avait 8 ans quand il fut personnellement sélectionné par le créateur de Dennis la Malice, Hank Ketcham, parmi plus de 500 enfants qui avaient auditionné pour le rôle de Dennis Mitchell, le tourbillon d'énergie enfantine, blond, en salopette, armé d'un lance-pierre, dont les aventures hebdomadaires avec son voisin exaspéré M. Wilson avaient capturé l'imagination de toute une génération de familles américaines. Dès l'instant où il apparut à l'écran en octobre 1959, il était l'un des enfants les plus célèbres des États-Unis. Jay Waverly North Jr. est né le 3rd of August 1951 à Los Angeles, en Californie. Il avait déjà joué de petits rôles à la télévision avant d'être engagé pour Dennis la Malice, dans des séries comme Wanted, Dead or Alive et 77 Sunset Strip, mais rien ne l'avait préparé, ni lui, ni personne dans sa vie, à ce que cela signifierait d'être la tête d'affiche d'une série à succès à l'âge de 8 ans. Dès la 2e saison, il gagnait $2 500 par épisode. Dès la 3e saison, l'émission figurait confortablement dans le Top 20 National. Lorsque la série s'acheva en 1963, il avait participé aux 146 épisodes et était devenu, au sens le plus plein du terme, un nom connu dans chaque foyer d'Amérique. Mais derrière ce sourire célèbre, quelque chose n'allait pas du tout. La mère de North travaillait à plein temps et ne pouvait être présente sur le plateau. Sa sœur Mary et son mari, Hal Hopper, servaient de tuteurs à Jay sur le plateau. Et ce qu'ils lui firent subir relevait des mauvais traitements physiques et psychologiques. North en parla publiquement des années plus tard avec un calme qui rendait la vérité encore plus difficile à entendre. Sa tante, disait-il, était une perfectionniste implacable qui le giflait et le punissait physiquement chaque fois qu'il commettait une erreur ou avait besoin de plus d'1 ou 2 prises. Elle l'isolait aussi du reste de la distribution. Il n'avait pas le droit de déjeuner avec ses camarades acteurs, ni de côtoyer les autres enfants. Il restait seul dans sa loge pendant que le reste de l'équipe se retrouvait ensemble. Le garçon qui jouait l'enfant le plus libre de la télévision américaine vivait quelque chose qui s'apparentait davantage à une captivité silencieuse. Et pas un seul adulte dans cette production n'intervint jamais. Après l'annulation de la série en 1963, North trouva la transition vers une carrière après Dennis presque impossible. Hollywood l'avait figé dans un moule, et aucune autre version de lui ne semblait s'inscrire nulle part. Il parut dans le film familial Zebra in the Kitchen en 1965 et dans le film d'aventure Maya en 1966, qui engendra une brève série dérivée. Il fit des doublages pour des programmes d'animation, quelques apparitions éparses, et peina à s'en sortir. En 1977, il s'engagea dans la marine américaine, servant comme matelot à Norfolk, en Virginie, et fut démobilisé avec les honneurs en 1979. Dans les années qui suivirent, il travailla au sein de l'organisation A Minor Consideration aux côtés de Paul Peterson, conseillant d'anciens enfants acteurs aux prises avec les séquelles d'une célébrité précoce.
Il travailla ensuite comme agent pénitentiaire dans un établissement de Lake Butler, en Floride, aidant des jeunes en difficulté à trouver leur chemin, sachant ce que c'est d'être jeune et d'avoir besoin d'une protection que personne ne fournit. Il fut marié 3 fois. Sa troisième épouse, Cindy Hackney, resta à ses côtés jusqu'à la fin. Pendant des années, North ne pouvait se résoudre à regarder les rediffusions de Dennis la Malice. Les souvenirs étaient trop complexes, les émotions trop lourdes. Il avait dit un jour que jouer Dennis Mitchell était à la fois son trésor et son tourment. Et cette phrase contient plus de vérité honnête que la plupart des gens n'ont jamais à affronter. Jay North mourut le 6 avril 2025 à son domicile de Lake Butler, en Floride, après une longue bataille contre un cancer colorectal. Il avait 73 ans. Son amie Laurie Jacobson partagea la nouvelle sur les réseaux sociaux en écrivant qu'il avait un cœur grand comme une montagne et que toutes les conversations se terminaient de la même façon. Avec lui qui disait « Je vous aime de tout mon cœur ». C'était un homme qui avait survécu à une enfance qui aurait détruit la plupart des gens, qui s'était reconstruit sans fanfare et qui avait passé ses dernières années à donner aux autres ce dont ils avaient besoin et ce dont lui-même avait autrefois si désespérément manqué. Ce garçon en salopette méritait tellement mieux que ce qu'il reçut. Et au bout du compte, il trouva un moyen de donner aux autres ce qu'il n'avait jamais eu. C'est la chose la plus vraie que l'on puisse dire de Jay North. Laissez un commentaire pour nous dire quelle histoire vous a le plus surpris, ou partagez un souvenir de vos soirées devant Dennis la Malice. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Il y a encore bien d'autres histoires comme celle-ci à venir. Des histoires de séries et de gens qui ont marqué toute une génération et laissé quelque chose de vrai derrière eux.